Allez, donc on se retrouve pour la séquence 2, formation des images. Alors déjà, on va commencer par faire quelques rappels de secondes sur le vocabulaire à retenir et comment on trace correctement l'image d'un objet à travers une lentille. Alors nous, on va travailler sur ce qu'on appelle des lentilles minces. Une lentille, c'est un matériau, enfin c'est constitué d'un matériau qui est transparent et homogène. Forcément transparent parce que ça doit laisser passer les rayons lumineux, évidemment, ça ne doit pas les bloquer. Et homogène, ça signifie que l'indice optique est identique dans chaque partie du matériau, donc dans toute la lentille, on aura le même indice optique. Alors nous, on va travailler exclusivement sur des lentilles qui sont convergentes. Une lentille convergente, ça signifie qu'elle va faire converger les rayons en un point précis. Par exemple, on a une propriété des lentilles, c'est que si, rappelez-vous, les rayons arrivent parallèles à l'axe optique, les rayons vont converger sur ce qu'on appelle le foyer. Donc une lentille possède deux foyers. Alors comment ça se fait qu'une lentille dévie les rayons lumineux? Ben, ça c'est tout simplement dû au phénomène de réfraction. Alors si je trace un schéma d'optique avec le vocabulaire que vous avez à retenir, donc déjà une petite droite en pointillé au milieu qu'on appelle l'axe optique, qui va passer au centre de tous mes éléments d'optique, mais voilà, c'est un axe qui est imaginaire. Donc je vais placer une première lentille, donc voilà comment on représente une lentille convergente, avec le point haut qui est important, qui est le centre de la lentille, on appelle ça le centre optique. Donc on a, propriété d'une lentille, on a deux foyers, le foyer image et le foyer objet, donc tout ce qui concerne les images, on va les noter avec un prime. Donc rappelez-vous, définition des foyers, on l'a dit tout à l'heure, c'est si les rayons arrivent parallèles à l'axe optique, ils ressortent, ils convergent tous vers le foyer. Les distances entre le centre optique de la lentille et les foyers, c'est ce qu'on appelle les distances focales. Donc si je suis du côté objet, c'est la distance focale objet, si je suis du côté image, c'est la distance focale image. Et donc tout ce qui est à gauche, c'est ce qu'on appelle l'espace objet, tout ce qui est à droite, l'espace image. Ce qui va être très important, cette année aussi, c'est le petit repère mathématique que je place en haut à droite. Donc en fait, il faut vraiment voir ça comme un repère au sens mathématique, et regarder ce repère, je le déplace, il faut pas le représenter au centre de la lentille, là c'est juste pour mieux comprendre. Je place l'origine de mon repère sur le centre optique de ma lentille, et tout ce qui va être vers le haut va être compté positivement, et tout ce qui va être vers la droite va aussi être compté positivement. Par contre, si c'est à gauche ou en bas, et ben on va devoir mettre un signe moins quand on va vouloir faire des calculs. On verra ça tout à l'heure. Alors, comment on trace l'image d'un objet par une lentille? On a trois rayons particuliers qu'il faut connaître. Donc là, regardez, j'ai placé un objet AB avec le point A sur l'axe optique et le point B, une taille aléatoire, hein. Je vais tracer mes trois rayons. Donc on a un premier rayon que vous connaissez, c'est le rayon qui traverse la lentille en passant par le centre optique, et ce rayon-là n'est jamais dévié. Donc celui-là, il continue tout droit, il n'y a aucun souci. Le rayon, comme on a dit tout à l'heure, qui est parallèle à l'axe optique, regardez, il ressort par le point F', par le foyer image. Et là, déjà, on peut voir que mes rayons rouges et bleus vont converger en un endroit précis, et en fait, l'endroit où ils se croisent, ça va être la position de mon image A', B'. Donc on a un troisième rayon particulier, qui est un peu le symétrique du rayon bleu. Cette fois, si je passe par le foyer objet, et ben je vais ressortir, une fois que j'ai traversé ma lentille, parallèle à l'axe optique, et évidemment, ce troisième rayon doit converger au même endroit que les deux autres. Vous voyez qu'on a besoin de tracer que deux rayons pour prévoir la position d'une image. Le troisième sert généralement à vérifier qu'on a bien fait ces constructions correctement. Donc ça, c'était les notions de seconde que vous avez déjà vues. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Donc, qu'est-ce qu'une image réelle et qu'est-ce qu'une image virtuelle? Alors, une image réelle, c'est simple, c'est ce que vous connaissez déjà. Une image, elle est réelle si elle peut être projetée sur un écran. Donc, en fait, c'est si l'image se forme directement dans l'espace image. C'est ce que vous avez l'habitude de faire, vous avez l'habitude de travailler là-dessus en TP également. Quand vous utilisez votre petite lettre F, rappelez-vous, votre objet, et que vous projetez ça sur un écran à travers une lentille, bah, l'image s'affiche sur l'écran, donc vous avez une image qui est directement réelle. C'est pas toujours le cas, on peut avoir ce qu'on appelle des images virtuelles. C'est le cas lorsque l'image, justement, ne peut pas être projetée sur un écran, comme dans le cas d'une loupe. Alors on va déjà faire le tracé des rayons, puis après on essaiera de comprendre un petit peu. Donc ici,
J'ai placé ma lentille, j'ai placé, regardez, mon objet AB, mais là, regardez où je l'ai mis entre le centre optique et le foyer de ma lentille. Donc si j'essaye de tracer mes rayons, je vais faire mon rayon qui est en bleu, donc parallèle à l'axe optique qui ressort par le foyer, et mon rayon qui est en rouge. Et là, vous pouvez voir que ces rayons ne vont jamais se croiser dans l'espace image, donc on va avoir un souci. En fait, ces rayons, on va les prolonger vers l'arrière en pointillé, et vous voyez qu'ils vont se croiser directement dans l'espace objet. Donc là, j'ai trouvé la position de mon image, A'B', que je peux placer ici. Alors comment je fais pour observer cette image? Regardez où est placé l'œil. Alors c'est exactement le cas d'une loupe, hein. Vous prenez une loupe, vous essayez de regarder un animal avec, et vous voyez l'image qui a grandi directement à l'intérieur, entre guillemets, de la loupe, hein, derrière la lentille. Par contre, si vous essayez de remplacer votre œil par un écran, vous aurez jamais l'image de l'animal qui va se projeter sur l'écran, c'est pas possible. Il faudrait sinon, pour cela, rajouter une autre lentille, mais directement comme ça, c'est pas possible de projeter l'image directement sur un écran. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une image virtuelle. Donc attention, virtuelle, ça veut pas dire qu'elle n'existe pas, ça veut juste dire qu'elle est située dans l'espace objet et qu'on peut pas directement la projeter sur un écran. Alors vous voyez, par convention, les images virtuelles, on va toujours les tracer en pointillé. Alors vous avez souvent également observé en TP que votre image, la lettre F par exemple, elle était à l'envers. Donc ici, dans ce cas, on dit que en fait l'image est renversée. Donc si l'image est dans le sens opposé par rapport à l'objet, on parle d'image renversée. Et sinon, on dit que l'image est droite. Donc c'est le cas dans le schéma de la loupe, regardez, elles sont dans le même sens, soit tous les deux vers le haut, soit tous les deux vers le bas, hein, ça dépend comment vous tracez votre schéma. Mais en tout cas, si l'image et l'objet sont dans le même sens, on qualifie l'image de droite. Alors moi, maintenant, j'aimerais bien pouvoir prévoir par le calcul, en imaginant que je connaisse la distance focale d'une lentille et la position de l'objet, j'aimerais bien prévoir par le calcul la position de l'image. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle la relation de conjugaison des lentilles minces, qui permet de relier justement la position de l'objet, de l'image et la distance focale de la lentille. La relation, je vous l'ai mise ici, 1 sur f' est égal à 1 sur valeur algébrique de OA' moins 1 sur valeur algébrique de OA. Alors, on va expliquer cette formule, et déjà, elle n'est pas à connaître par cœur, hein. N'apprenez pas ça par cœur, elle sera toujours redonnée, en exo, en contrôle, c'est toujours redonné, on l'apprend pas. Alors, f', pas de problème, c'est la distance focale image de la lentille, donc ça, pas de souci, on l'exprime en centimètres généralement, on pourra convertir en mètres évidemment, mais ça, pas de souci. Par contre, qu'est-ce que représente OA' avec une barre au-dessus et OA avec une barre au-dessus? C'est ce qu'on appelle des valeurs algébriques. Donc ce sont des distances, mais qui peuvent être positives ou négatives en fonction du repère mathématique qu'on a placé tout à l'heure sur le schéma. Tout ce qui va être vers la droite et vers le haut, ça va être positif, vers le bas, vers la gauche, ça va être négatif. Donc ici, petit exemple, déterminer la position de l'image si l'objet est situé à 30 cm d'une lentille, et la distance focale de la lentille, c'est 10 cm. Ouais, on va déjà commencer par placer les grandeurs sur le schéma. Donc là, j'ai refait un petit schéma où j'ai placé un objet, je l'ai mis à 30 cm de ma lentille, et regardez, OA, il est vers la gauche de ma lentille, donc il va être compté négativement. Par contre, f', il est toujours vers la droite, hein, vu que c'est la distance focale image. Donc en fait, quelle est la valeur de OA? OA avec une barre, hein, valeur algébrique de OA, ça se lit. Donc la valeur algébrique de OA, c'est moins 30 cm. Et la distance focale, c'est 10 cm. À partir de là, je l'ai fait en 2 étapes. Pour simplifier, on verra une autre méthode en classe où on pourra isoler directement OA'. Ici, j'ai calculé 1 sur OA' directement, enfin 1 sur valeur algébrique de OA'. Et je trouve cette valeur qui est affichée ici, donc là j'ai calculé 1 sur valeur algébrique de OA, donc si je veux calculer la valeur algébrique de OA', eh ben je vais faire 1 sur la valeur que j'ai trouvée, et je trouve 15 cm. Et plus précisément, je trouve plus 15 cm. Ça veut dire qu'on a une valeur positive, donc que l'image va être à droite de la lentille, donc je vais avoir une image qui va être réelle. Alors c'est bien, on a réussi à trouver
la position de l'image. Je sais qu'elle va être à 15 cm de ma lentille du côté droit parce que c'est positif, mais maintenant je sais absolument pas sa taille, ni si elle est droite ou renversée par rapport à l'objet. Donc pour ça, on va utiliser la relation de grandissement que vous avez vu normalement aussi l'an dernier. Donc la relation de grandissement, bah, en soi c'est pas dur, hein, c'est juste un rapport entre la taille de l'image et la taille de l'objet. Okay, c'est ce qui va nous permettre de savoir combien de fois l'objet a été agrandi ou combien de fois il a été rétréci, hein, du coup, si le grandissement est inférieur à 1. Et regardez, on a également des valeurs algébriques, donc ça va nous permettre de savoir si l'image est à l'endroit ou à l'envers, donc si elle est droite ou renversée. Donc le grandissement, valeur algébrique de l'image divisé par valeur algébrique de l'objet. Déjà, on peut faire un petit schéma. J'ai placé mon objet, j'ai mis un seul rayon lumineux ici qui arrive au niveau de mon image et on peut voir qu'il y a un petit triangle qui apparaît que vous connaissez. En fait, c'est le théorème. On va pouvoir appliquer le théorème de Thomless en configuration papillon ici. Ce qui va me donner que A'B' divisé par AB, c'est également égal à OA' divisé par OA. Et ça, c'est super pratique parce que sans même connaître la taille de l'image ou la taille de l'objet, juste en connaissant les distances par rapport au centre optique de la lentille, je vais pouvoir déterminer le grandissement. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui va beaucoup nous servir dans les différents exos. Regardez mon schéma à gauche ici, j'ai AB qui est vers le haut, donc positif, A'B' qui est vers le bas, donc il est négatif. Donc si je regarde le grandissement, j'ai quelque chose de négatif divisé par quelque chose de positif, je vais avoir forcément un grandissement qui va être négatif. Si l'objet et l'image étaient dans le même sens, que les deux soient positifs ou les deux négatifs, j'aurais eu un grandissement qui aurait été positif. Donc déjà, ça nous donne deux informations intéressantes. C'est que si gamma est positif, l'image elle est droite, hein, image et objet dans le même sens. Et si gamma est négatif, eh ben, je vais avoir une image qui va être renversée, ce qui était le cas juste avant. Parce qu'il y en a un qui est vers le bas, l'autre vers le haut, donc j'ai un grandissement qui est négatif. Alors ensuite, on doit travailler en valeur absolue pour éviter d'être embêté par ces signes moins justement. Donc là, c'est juste un calcul de rapport, hein, ça semble assez logique. Si gamma est supérieur à 1, ça veut dire que l'image est plus grande que l'objet. Et si valeur absolue de gamma est inférieure à 1, l'image est plus petite que l'objet. Attention, il faut bien travailler en valeur absolue à cause des signes moins, justement. Alors, est-ce qu'on pourrait pas essayer de calculer le grandissement pour l'exemple qu'on avait tout à l'heure? Rappelez-vous, j'avais mon objet à 30 cm de ma lentille, donc valeur algébrique de OA c'est moins 30 cm, et on avait trouvé OA' égale 15 cm. Donc si je calcule le grandissement, alors bon, bah, là je viens de voir que j'ai fait une erreur, hein, c'est pas 10 mais c'est 15 évidemment, donc on va trouver moins 1,5, donc moins 1,5 environ 0,5. Ah, moins 0,5 du coup. Alors, ça changerait à la conclusion, c'est que valeur absolue de gamma, il sera toujours inférieur à 1. Donc ça veut dire que l'image va être plus petite que mon objet. Et par contre, j'ai un grandissement qui est négatif, donc ça veut dire que l'image va être renversée par rapport à l'objet. Allez, à bientôt.